Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Ce soir, on a une invitée de taille, une femme engagée au niveau libéral, mais aussi au niveau écologique, et qui a été dernièrement au Maroc à la COP22. Latifa Aïdbala, bienvenue à Écoféminisme. Bonsoir. Vous êtes engagé au niveau du parti MR, mais aussi vous avez d'autres activités au niveau africain avec ADNE, African Diaspora Network in Europe, et avec d'autres organisations. Et vous étiez dernièrement au Maroc. Pour la première fois, on a eu la COP22 avec donc des invités de taille, les Nations Unies, les chefs de gouvernement, et on a validé l'accord de la COP21. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même un petit récapitulatif de la COP22 cette année? Alors, je crois qu'il faut d'abord partir de la COP21. Ouais. Une année avant Marrakech, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois au niveau mondial, de Paris à Marrakech. Exactement, au niveau mondial, au niveau de 195, donc 195 pays, un accord a été enfin signé entre les partenaires sous l'égide naturellement des Nations Unies. Alors cet accord, que vise-t-il? Il vise justement à réduire les gaz à effet de serre pour la simple et bonne raison qu'un certain nombre d'études font la démonstration que si on continue à émettre un taux aussi important qu'actuellement, c'est-à-dire 4,8%, ce qui est énorme, eh bien l'avenir de l'humanité malheureusement est sérieusement en cause. Et je dirais même que les dégâts existent déjà actuellement. Évidemment. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est parvenir à neutraliser cette crise finalement climatique, et c'est la raison pour laquelle les États se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre à moins de 2%, mais également à financer un plan d'aide pour les pays les moins, je dirais, développés, afin qu'ils puissent justement pouvoir assumer la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'on constate que ce sont les États les moins polluants qui, aujourd'hui, sont justement les victimes de cette crise climatique. Les deux pays principaux qui, finalement, sont les responsables, en tout cas les plus gros pollueurs, ce sont la Chine et les États-Unis. À eux deux, ils représentent 38% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment énorme. Ouais. Alors, je crois qu'il était important que cette COP puisse avoir lieu sur le continent africain et au Maroc en particulier. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, l'Afrique est effectivement victime des effets de serre et donc du réchauffement climatique qui avec beaucoup de crises, notamment des températures assez élevées, sécheresse, des inondations. On a tellement de crises en Afrique que on commence vraiment à prendre vraiment conscience de ce problème. Tout à fait. On a pris évidemment conscience de ce problème il y a fort longtemps, mais je crois que c'est effectivement la première fois que l'on prend véritablement une décision politique importante et de cette nature. Alors oui, l'Afrique est victime de cette crise climatique qui n'est pas seulement une crise environnementale. Il faut savoir que les conséquences sont énormes. Elles sont économiques. On voit bien qu'il y a des réfugiés climatiques justement. Donc c'est quelque chose que l'on découvre alors qu'ils existent depuis plus de 30 ans, je dirais. Et donc il est important de voir un petit peu finalement que cette COP22 n'abordait pas seulement l'aspect écologiste, je dirais, mais aborder toute une série de problématiques à la fois environnementales, évidemment les politiques publiques qui sont mises en place pour justement neutraliser ces gaz à effet de serre. Il y a également la sécurité alimentaire, c'est important. Il y a les aspects liés à la santé publique. Il y a également toute une série de dispositions aussi qui ont été prises et évoquées dans le cadre de la COP22 liées à la sécurité, tout simplement la sécurité des territoires. On sait bien qu'à partir du moment où il y a une sécheresse, eh bien, qu'est-ce que les populations font? Elles fuient, puisqu'il n'y a plus évidemment de possibilité pour elles de pouvoir vivre dignement. S'installent malheureusement des mouvements terroristes dans toute cette zone sahélo-sahélienne. Et donc, ce sont tous ces différents aspects en réalité qui ont été abordés dans le cadre de la COP. Donc, ce n'était pas seulement des aspects écologiques, je dirais, mais ce sont tous les aspects qui, au fond, déclinent de ces aspects écologiques. Et ça, c'était vraiment très important. Deuxième élément, en dehors du fait évidemment que cette COP se déroulait en Afrique,
c'est qu'elle se déroulait au Maroc. Pour la deuxième fois, elle se déroulait au Maroc. Et je pense que c'était important parce qu'il s'agissait aussi de donner un signal très fort. Alors ce signal, c'était quoi? C'était de dire que le Maroc aujourd'hui est un leader mondial au niveau du développement des énergies renouvelables. Alors évidemment, ça peut paraître étonnant qu'un pays en voie de développement ait opté pour ce choix, et pourtant ça a été fait. Greenpeace récemment encore a salué les efforts qui ont été effectués par le Maroc. Aujourd'hui, en matière d'énergie renouvelable et en particulier pour ce qui est de l'énergie solaire, le Maroc se situe comme étant un leader mondial, avec notamment le projet Nour, dirigé par Maesen. Donc Nour 1, Nour 2 et Nour 3. Donc ces trois complexes vont permettre justement au pays de devenir un leader mondial. Et puis c'est aussi, je crois, un modèle pour le reste des États membres, ou en tout cas des États africains. Je crois qu'aujourd'hui, tous les États africains ont cette capacité de le faire. Fondamentalement, ils ont cette capacité, et je pense que c'était important que, quelque part, finalement, le Maroc soit un petit peu le leader de cette COP22, parce que on a toujours ce sentiment que les États africains ne peuvent pas prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une responsabilité sur le plan économique, c'est également une responsabilité sur le plan écologique. C'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en cause, et ça, je crois que c'était vraiment important. Oui, on a vu quelques mois, un mois ou deux avant la COP22, la signature de la Chine en dernier, les 180 pays qui ont signé pour l'accord, donc c'était validé. Mais je me rappelle, à la COP21, il y avait les défis que les pays africains doivent quand même relever. Ce sont les techniques, parce qu'on sait bien que les technologies de renouvellement et d'énergie renouvelable ne se trouvent pas en Afrique, ils se trouvent en Europe. Donc du coup, il faut vraiment un partenariat technologique pour développer des technologies qui sont tout ce qui est donc l'énergie solaire, tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc, est-ce que à la COP22, on a initié les pays en voie de développement pour avoir ces technologies-là, pour acquérir ces méthodes pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de dire que dans le cadre de la COP22, il y avait deux engagements. C'était à la fois réduire les gaz à effet de serre, mais également, il y a un plan de 100 milliards par an qui est justement destiné aux pays dans le cadre de leur transition énergétique, parce qu'on sait très bien que ces pays-là n'ont pas les capacités de pouvoir le faire. On voit que le Maroc a été largement aidé, je dirais, à la fois par l'Union européenne et notamment par l'Allemagne. Donc, il y a une coopération nord-sud. C'est à la base le Maghreb, quoi. Tout à fait. Il y a une coopération nord-sud qui, évidemment, donne les résultats qui sont extrêmement positifs aujourd'hui. Mais je crois que l'avenir est également à une coopération sud-sud. Et on le voit notamment, je dirais, avec les récents déplacements du roi du Maroc dans toute une série de pays. Et on se rend compte que, justement, il y a aujourd'hui une volonté affichée de toute une série de pays africains, en tout cas, de prendre fait et cause et de prendre leurs responsabilités pour l'avenir de l'humanité. Et je crois qu'il y va tout simplement de l'intérêt aussi de leur population. Aujourd'hui, l'Afrique doit prendre, je dirais, son destin en main. Elle ne peut pas continuer à attendre de l'Europe une aide au développement. Ce n'est pas possible. L'Afrique a les capacités humaines, a les capacités, les ressources naturelles, et donc il manque une volonté politique, tout simplement. Exactement. Et je pense que l'Afrique est sur, je dirais, le droit chemin, mais il faut évidemment que tout un ensemble de politiques publiques soit évidemment mis sur la table et qu'on puisse s'y atteler de manière sérieuse dans le cadre d'une coopération sud-sud, mais également dans le cadre d'une coopération nord-sud. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il faut vraiment continuer à coopérer autant que faire se peut. Exactement. Donc, dans le cadre de la coopération, votre rôle en tant que femme, parce que vous savez, dans notre émission, on met l'accent sur l'écologie, mais sur les femmes aussi, d'où le titre écoféminisme. Donc, votre rôle en tant que femme engagée et en tant que femme issue de la diversité, vous l'avez remarqué principalement ici en Belgique, mais aussi au Maroc, parce que vous avez eu des conférences
expérience dans le cadre de Liberal International où vous avez rencontré des femmes libérales du Maghreb. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer cette expérience exceptionnelle? Alors effectivement, dans le cadre de la COP22, il y avait toute une série évidemment d'échanges avec des femmes, mais il faut savoir aussi que la COP22 a été quelque part le catalyseur. Il y a eu toute une série d'événements autour de la COP22, notamment l'international libéral dont vous venez de parler. Il y a aussi le sommet des chefs d'État africains. Il y a également eu le sommet des femmes. Et donc, il y a eu toute une série d'activités comme cela auxquelles j'ai pris part et qui m'ont permis évidemment de pouvoir aussi m'enrichir et de pouvoir avoir un enrichissement, mutuel. Pardon. Et donc, pour ce qui est de la COP22, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois, un espace était dédié aux femmes. C'est historique. Il n'y avait rien qui mentionnait la question de l'égalité homme-femme au niveau de Kyoto, par exemple. Et par contre, c'est à Paris qu'enfin on fait mention de la question de l'égalité des femmes et de l'autonomisation féminine. Alors, c'est de là, en fait, où est partie l'idée que maintenant, il fallait peut-être prendre en considération la dimension du genre. Et effectivement, donc, le roi du Maroc, dans le cadre de la COP22, a souhaité que les femmes puissent avoir un espace qui leur soit dédié. Cet espace, évidemment, a été, je dirais, très largement exploité par les femmes, venues des 4 coins d'Afrique et même des 4 coins du monde. Mais je mets un petit peu l'accent sur l'Afrique parce qu'elles étaient venues effectivement en masse. Et je crois que c'était vraiment important qu'elles soient présentes. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés touche en priorité les femmes africaines. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle elles se sont aussi mobilisées et qu'elles ont souhaité justement faire état de leur situation. Et je pense que, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais cette question des 100 milliards d'euros qui devraient être justement engagés pour les pays les plus vulnérables, eh bien, je pense que dans le cadre de cette enveloppe, il faudrait pouvoir prioritairement investir dans l'éducation des filles, l'éducation et l'enseignement des femmes. Et la sensibilisation par rapport au réchauffement climatique aussi. Absolument. Donc, voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, Climate Change Course and Feminism Course. Tout à fait. Tout ce qui est féminisme. Tout à fait, absolument. Parce qu'on voit bien que cette crise climatique et la transition énergétique va affecter prioritairement les femmes. Si on change d'énergie, si on passe de l'énergie fossile à l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, on sait bien que pour les femmes africaines et pour beaucoup de femmes africaines, cela va évidemment changer leur mode de vie. Elles n'auront plus besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, le charbon, les brindilles. Elles n'auront plus besoin d'aller chercher l'eau, etc. L'eau, elles pourront évidemment la faire chauffer. Aussi. Tout à fait. Donc, c'est complètement un autre mode de vie qui va se mettre en place. Mais là encore, il faut que les politiques publiques puissent suivre et prendre en considération cette dimension de genre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment important que les femmes soient mobilisées et que, enfin, je crois que la COP22 est un point historique pour les femmes. Alors, il y a eu toute une série d'activités et je pense à une activité en particulier à laquelle moi j'ai été notamment conviée. Nous avions l'occasion, de manière tout à fait symbolique, j'ai été invitée par par une plateforme qui a été lancée dans le cadre de la COP22 par des femmes africaines entrepreneurs, We Act for Africa, et qui ont pris l'initiative, absolument, et qui, au-delà de toute une série je dirais, d'activités, elles ont clôturé cette COP22 par la plantation d'un palmier à la Palmeraie de Marrakech, et on a donc on s'est donc promis régulièrement d'aller voir un petit peu et de faire aussi surtout l'état des lieux de la situation, de l'évolution, notamment quant à l'impact qui est fait au genre. Je pense que c'est important. Deuxième chose, il y a eu effectivement, et vous l'avez mentionné, l'international libéral. Bon, j'étais présente ici évidemment avec une autre casquette, puisque je représentais le mouvement réformateur international. Et dans ce cadre, une journée a été dédiée aux libéraux du monde arabe. Et c'était très intéressant parce que j'ai découvert là aussi des femmes libérales issues du monde arabe avec lesquelles nous partageons exactement les mêmes valeurs et je dirais même des femmes desquelles nous avons aussi beaucoup à apprendre. Et donc, nous avons décidé de mettre en place justement une plateforme de manière à pouvoir échanger régulièrement sur toute une série de problématiques qui nous préoccupent. Et je pense que d'ici, donc de Belgique et d'Europe de manière plus générale, je crois qu'il est important que lorsque nous sommes
des femmes libérales, que nous défendons un projet libéral qui a pour pilier l'égalité homme-femme et l'émancipation de la femme, que nous puissions avoir des partenaires de l'autre côté de la Méditerranée qui finalement est le même son de cloche que nous. Parce que parfois nous avons ici des difficultés à faire valoir et prévaloir ces considérations. Et donc c'est important qu'elles puissent aussi être là, finalement, nos partenaires, des partenaires sur lesquels nous pouvons compter pour faire passer ces messages, notamment au sein de certaines communautés où parfois on a un petit peu de résistance et où des interprétations sont un petit peu limites. Et je crois que là, nous avons vraiment, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir rencontré des partenaires avec lesquels j'espère mener des combats importants pour les femmes. D'accord. En fait, vous parlez des femmes libérales dans le monde arabe. Quel est le défi de ces femmes-là? Parce que être dans un monde où on n'a pas vraiment l'égalité homme-femme, où on doit se battre tous les jours pour avoir l'égalité, où on doit se battre sur la scène politique, sur la scène artistique et culturelle, sur la scène sur tous les plans, hein, sur la scène sociale, sur tous les plans économiques, etc. Donc, on doit se battre pour ses droits, pour ses valeurs, mais en Europe, on se bat toujours, mais pas de la même manière. Quels sont les défis de ces femmes-là? Alors, effectivement, c'est vrai que si l'on compare le monde arabe avec l'Europe, j'ai presque envie de dire que c'est sans commune mesure. Oui. Même s'il faut replacer les choses dans un contexte historique, les femmes en Occident sont aussi passées par des phases comparables. Et donc, il faut aussi relativiser. Maintenant, et il faut aussi rappeler, excuse-moi pour l'interruption, que le féminisme arabe a commencé en même temps que le féminisme européen. Donc, il ne faut pas dire que le féminisme européen est plus avancé, ça a commencé en même temps. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Oui. Absolument. Et je crois que finalement, fondamentalement, les femmes, qu'elles soient de ce côté de la frontière ou de l'autre côté, elles ont les mêmes défis. C'est-à-dire que nous vivons toutes dans des systèmes patriarcales. Ouais. Et donc, nous savons pertinemment que la société dans laquelle nous vivons a été d'abord conçue et réfléchie par des hommes. Et donc, forcément, nous devons systématiquement nous battre sur toute une série de sujets. Maintenant, les femmes du monde arabo-musulmans, je dirais, parce que arabes, bon, elles ne sont pas toutes dans des pays de confession musulmane, et donc, voilà. Mais je crois que là, le véritable défi, bon, c'est vrai qu'il y a des défis qui sont liés de toute manière au développement, mais pas toutes, mais il y a un véritable souci, je dirais, avec tout simplement des considérations qui sont liées à la religion. Oui. Alors, la Tunisie est un exemple, parce que la Tunisie a pu effectivement adopter un code du statut personnel qui soit dissocié de la religion. Les femmes peuvent, je dirais, hériter, elles ont la capacité de pouvoir se marier sans avoir besoin de demander l'autorisation du père ou d'un frère. Donc, elles ne sont pas considérées comme mineures, contrairement à toute une série de pays. Et donc, là, il y a eu des évolutions. Il y a eu aussi quelques évolutions à souligner aussi dans un pays comme le Maroc, où l'héritage est encore négociable. Voilà, c'est pas encore tout à fait cela. Voilà. Par contre, par exemple, la nationalité peut être transmise par la mère à l'enfant. Voilà, ce sont donc des petites avancées, mais ce sont des avancées certaines. Et je pense que nous avons dans le monde arabe des femmes qui sont parfaitement féministes et qui n'aspire qu'à une chose, c'est finalement l'égalité. L'égalité homme-femme au quotidien. Salariale. Oui, aussi, puisque de toute manière, l'égalité salariale n'existe pas non plus ici en Belgique. Hein, c'est encore, je crois, de l'ordre de 17%. Et en fonction des pays, ça va jusqu'à 30%. Aux États-Unis aussi. Hein. De différence. Et donc, voilà, ce sont des défis sur lesquels il faut travailler. La question de la polygamie, qui est un véritable problème dans le monde arabe, mais aussi en Belgique. Il faut signaler que la Tunisie a aboli la polygamie. La Tunisie a effectivement aboli la polygamie, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Et donc, ou en tout cas, on nous dit que ça a été aboli, mais en réalité, elle n'est pas abolie, puisque
il faut que la première épouse accorde l'autorisation à son époux pour qu'il puisse effectivement épouser la seconde épouse. On sait bien, dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il y a toujours des intermèdes. Mais ici, en Belgique, nous avons aussi ce problème. Oui, c'est ça puisque vous avez... Le défi, c'est de découvrir ce genre de mariage ou ces époux qui sont en train de tricher. Alors souvent, les femmes le découvrent bien après. Elles ne savent pas que le mari a une seconde épouse. Ça, c'est aussi tout le problème de la binationalité. Il faudrait des coopérations un peu plus étroites aussi entre les pays d'origine et le pays de résidence. Là, il y a vraiment encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur les mentalités, beaucoup de travail sur les questions de droit. Parce que je pense qu'il y a des interdits dans les pays arabes, mais malheureusement, on sait très bien qu'il y a des transgressions aussi, et elles ne sont pas toujours punies. Et donc, là-dessus, il va falloir quand même y travailler de manière beaucoup plus sérieuse. D'accord. Vous avez évoqué l'éducation pour l'égalité homme-femme. Comment on peut aboutir à l'égalité homme-femme à travers l'éducation, parce qu'on sait bien que les lois sont là, les appliquer c'est peut-être un peu compliqué, comme par exemple dernièrement en Tunisie la loi de harcèlement qui est une première dans le monde arabe, mais appliquer la loi c'est un peu difficile aussi. Mais est-ce qu'on peut éduquer les gens, éduquer les enfants dès leur jeune âge, de respecter la femme, d'avoir cette égalité, d'avoir les mêmes droits, d'avoir les mêmes acquis, d'avoir le même salaire? Est-ce qu'on peut inculquer ça dans nos écoles, chez nos enfants? D'abord, ça commence à la maison. Je crois que la démocratie et l'égalité se passent d'abord au sein de la famille. Il est important que les parents puissent inculquer le principe d'égalité entre les petites filles et les petits garçons. C'est vraiment une question prioritaire. Je crois que une question culturelle aussi. C'est une question culturelle. Il y a une question, mais je pense que l'évolution et le changement des mentalités se fait un petit peu partout. Il s'est fait aussi en Europe. L'égalité n'existait pas. Et donc, je crois puisqu'il y a eu tout un processus par lequel ces pays, finalement, le continent est passé et on se retrouve aujourd'hui avec, évidemment, peut-être pas une égalité totale et complète, mais en tout cas, une certaine égalité, ou en tout cas, on y arrive petit à petit. Il y a encore, comme le cas des pays scandinaves où on a vraiment l'égalité. Exactement. L'égalité. Finalement, on se retrouve dans des situations peut-être inverses. Donc, quoi qu'il en soit, il est vrai que... C'est vraiment un exemple à suivre. Tout à fait. Parce qu'ils ont aussi dans leur système d'éducation des femmes écrivaines, il étudie des femmes, donc il y a vraiment une égalité, même dans le système d'enseignement. Absolument. Mais je crois que vraiment, fondamentalement, c'est vraiment l'éducation à la maison. Puis ensuite, évidemment, il faut que l'école publique en particulier. Et donc, pour cela, il faut évidemment mettre en place toute une série de politiques publiques qui favorisent l'émancipation aussi des petites filles. Parce que si à la maison, on nous parle d'égalité et puis à l'école, on entend d'autres sons de cloche, et on le voit bien malheureusement ici, vous avez des enfants qui sont nés en Belgique et qui, malheureusement, ne partagent pas les valeurs de ce pays. Malheureusement. Et donc, c'est bien qu'il y a fondamentalement parfois un problème, une dichotomie entre le système éducatif à la maison et puis le système d'enseignement. Alors, vous me direz qu'il y a un troisième paramètre aussi à prendre en considération, ce sont aussi les relations à l'extérieur de la maison qui aussi jouent un rôle fondamental. Et là, il y a toute une série de choses. Ça peut être les associations, ça peut être les mosquées, ça peut être... la société civile, quoi. C'est de manière générale. Et donc, c'est toute une série d'actions à mener. Oui, d'actions. Et il faut travailler à tous les niveaux. On ne peut pas travailler à un niveau et puis oublier l'autre. Je crois que ça commence, à la maison et jusqu'au niveau finalement international. Donc, cette question-là est essentielle. Et regardez, les pays où on tend vers l'égalité, ce sont des pays économiquement riches. Exactement. Et donc, je crois que c'est un argument aussi intéressant. Si ces pays veulent aussi s'en sortir, il n'y a pas de choix que d'investir aussi dans l'éducation, dans la formation des filles et des femmes. Absolument.
Votre engagement au MRI, au MR International, en tant que vice-présidente, et on a appris que vous êtes aussi candidate pour les femmes libérales, donc au niveau du parti. Est-ce que vous pouvez nous en parler, votre parcours, comment vous avez commencé, etc. Et quels sont vos projets pour l'avenir, quelles sont vos attentes, vos défis en tant que femme issue de la diversité? Alors vous savez que moi je suis juriste en droit européen et en droit international. Hein. J'ai fait une partie de mes études en France et puis en Suisse. Et j'ai par la suite fait des études post-universitaires en études de genre. Et donc c'est aussi, je dirais, cette dimension académique mais également professionnelle, puisque j'ai aussi intégré à un moment donné le lobby européen des femmes. Bon, j'ai réalisé toute une série d'études sur la question du genre. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je présente ma candidature à la vice-présidence des femmes MR. Parce que tout simplement, je pense qu'il est important que les femmes s'investissent aussi en politique. Il est légitime que les organisations aussi politiques reflètent fondamentalement la société. Il y a 51% de femmes dans notre société, 49% d'hommes. Si les 51% de femmes ne trouvaient pas leur place dans un parti politique, ça serait quand même dommage. Et donc, je crois qu'il est important que nous puissions aussi nous retrouver dans toutes les instances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient économiques. Voilà, je crois que les femmes doivent aujourd'hui occuper tout l'espace qu'elles peuvent finalement occuper au sein de la société. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas présentes. Alors, pourquoi peut-être mettre l'accent sur les femmes? Oui. Je crois que tout simplement, au quotidien, on le voit bien, la question des femmes ou les questions de femmes reviennent régulièrement dans l'actualité. Un petit peu partout dans le monde, y compris chez nous, les violences faites aux femmes, la question d'excision. On parlait tout à l'heure de l'inégalité des salaires. Il y a toute une série. Il y a aussi un retour des acquis. C'est ça le problème. Ça, évidemment. Par rapport à l'actualité, ce qui se passe dans le monde, donc les droits acquis ne sont pas vraiment acquis. Donc il faut tout le temps se battre. Et ça, on l'avait vu en Tunisie. Donc après la Révolution, ce que s'est passé, donc il y a les droits des femmes, mais ces droits sont acquis, mais nos droits, ils sont jamais acquis. Il faut toujours se battre pour garder ces droits. Oui, absolument. C'est en démocratie. La démocratie, ça se cultive. Ouais. Les droits, y compris les droits des femmes, ça se cultive. Je crois que c'est vraiment au quotidien. Et malheureusement, nous traversons une période quelque peu difficile. La lutte contre le terrorisme, malheureusement, l'extrémisme religieux, notamment islamique, fait que nous devons évidemment affronter un ennemi. Il n'est pas le seul, mais c'est un ennemi important, notamment depuis la Belgique. Il y a effectivement toute une série de défis auxquels notre société est confrontée. Et malheureusement, c'est toujours l'ancrage identitaire au féminin qui est bousculé. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce qu'on se rend bien compte que dès que la société est en crise, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. Qui en payent effectivement le prix. Et là, c'est non. La parole se libère. Les extrémistes ont tendance peut-être à beaucoup plus exprimer leurs idées qui sont des idées anti-égalitaristes, anti-égalitaires. Et je crois que là, nous avons vraiment un travail à la fois de vigilance à avoir. Et donc, dès que ce type de propos ou de réflexion, voilà, réflexion. Absolument. Et je pense qu'il faut véritablement. C'est le cas de Trump, par exemple, aux États-Unis. Absolument. C'est des réflexions, mais c'est des réflexions inégalitaires. Voilà, ça fait partie effectivement, je dirais, de toute cette mouvance populiste qui traverse finalement tous les continents. Ouais. Et si nous ne sommes pas davantage vigilantes et vigilants, je pense que notre société risque d'aller droit dans le mur quand on voit effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Quand on voit les élections en Autriche, on est passé de justesse. Les Greens, ils sont passés de justesse. Voilà. Et donc, parce qu'il y a eu un sursaut peut-être citoyen, démocratique et tout ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'on est arrivé à des situations où les extrêmes arrivent quasiment au pouvoir.
Ouais. Donc demain, ça peut être la France. Et je pense que les citoyens et le monde politique doivent vraiment réfléchir à un autre mode de coopération, de discussion. Je pense qu'on ne peut pas continuer à avoir des réflexions portées au sommet sans aller vers la base et réciproquement. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de notre engagement à la vice-présidence des femmes libérales, c'est justement d'organiser toute une série de rencontres avec les femmes. Donc aller sur le terrain, discuter avec elles un petit peu partout, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie, et faire remonter leurs préoccupations au niveau du parti. Ça, c'est fondamental. Si elles ne sont pas écoutées, on peut comprendre qu'un jour ou l'autre, même elles finiront par voter les extrêmes. Oui, absolument. C'est malheureusement une logique à laquelle on peut aussi s'attendre. Et donc, il faut vraiment être à l'écoute du citoyen si on veut saper ce populisme ambiant, rampant, auquel nous sommes véritablement confrontés. Vous venez d'évoquer le mot citoyen, qui est le titre de notre radio et TV Al-Mouatin, le citoyen en arabe, et qui est basé sur ce concept que chaque citoyen doit participer avec son pouvoir, avec ses connaissances, avec ses atouts, pour aboutir à une société équilibrée, une société de paix, de respect et de vivre ensemble. Donc ça vient après les attentats de Bruxelles et de Paris, mais ça continue toujours parce que, comme vous venez de le dire, les défis sont là, les problèmes sont toujours là. Donc il y a une montée de populisme et on est là pour équilibrer, pour essayer de guider les gens vers le bon chemin, vers mener cette réflexion de vivre ensemble, de tolérance, de paix et de respect entre les différentes communautés à Bruxelles et en Wallonie, comme vous le dites. Donc, pour moi, c'est l'élément clé, la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'élément clé. Il faut se sentir citoyen actif. Et il faut avoir cette appartenance à la Belgique. Absolument. Il faut se sentir belge, peu importe ses origines ou sa culture, ou peu importe sa religion, sa race. On est tous des Belges et on est tous citoyens belges, et on devrait quand même contribuer et participer à une citoyenneté active dans ce pays. Il n'y a qu'une race humaine. Ouais, je dirais qu'il n'y a qu'une race humaine. Ça, c'est important. Non, mais je crois que c'est un élément clé, cette question de citoyenneté. Oui. La citoyenneté, sans sentiment d'appartenance à un pays, sans cette citoyenneté, sans les valeurs qui constituent cette citoyenneté, on va droit au mur. Et c'est justement, je dirais, le défi majeur auquel aujourd'hui nous sommes confrontés, notamment au sein d'une frange de la population. Et c'est important qu'il y ait aujourd'hui des cours de civisme, d'éducation civique. Tout à fait. Le cours de citoyenneté. Les cours de citoyenneté, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Moi, j'ai eu des cours d'éducation civique puisque j'étais à l'école de la République française, et je trouve que c'était essentiel. Ouais, c'est vraiment le ciment. C'est le ciment de cette société. Si on ne se sent pas citoyen, comment voulez-vous qu'on puisse s'engager? Comment voulez-vous qu'on puisse finalement contribuer à la richesse de ce pays? Il faut cultiver cette citoyenneté. C'est une priorité. Exactement. Un mot de fin avant de conclure avec notre émission, parce que c'est vraiment un sujet très riche et très passionnant, et c'est une discussion très passionnante avec vous. On aimerait bien revenir vers le concept du libéralisme écologique, parce que notre émission est intitulée Écoféminisme, donc tout le monde va dire est-ce que c'est écolo, est-ce que c'est féministe? Mais il ne faut pas mettre des titres sur les choses, et il ne faut pas dire que voilà, on est écologiste ou on est féministe, ou on est juste un citoyen qui essaye de défendre la planète
et essaie de défendre l'égalité des genres. Et c'est important aussi de défendre les valeurs libérales, les valeurs de liberté, d'égalité, des droits de l'homme. Et ça n'empêche qu'on peut être libéral, écologiste ou féministe en même temps. Absolument. Donc, toutes ces notions-là sont vraiment complémentaires et on a besoin de défendre l'environnement, on a besoin de défendre les droits de l'homme et on a besoin de défendre l'égalité des genres. Absolument, mais l'écologie n'est pas l'apanage d'un parti politique. Oui, exactement. L'écologie, elle est aussi libérale, l'écologie bleue. Aussi, donc voilà, l'écologie, c'est aussi une question citoyenne. Et je pense que les gens font souvent la confusion entre écologie et finalement écolo, exactement, et le parti politique. Et Green Party. Absolument, alors que l'éco-responsabilité, c'est une question citoyenne. Ouais. C'est une question qui doit vraiment transcender tous les partis politiques. Ouais. Alors évidemment, je suis ici en tant que libérale, en tant que membre du mouvement réformateur international, et bon, j'ai participé à la COP22, donc voilà, c'est donc ce lien qui a fait le titre que vous avez composé. Ouais. Mais je tiens à dire que c'est important que chacun se sente pleinement écolo, parce qu'il y va de l'avenir de notre humanité. On ne peut pas continuer à gaspiller finalement un héritage que nous avons entre les mains, mais qu'allons-nous laisser à nos enfants ? Donc, il faut vraiment une éco-responsabilité, cela de manière transcendantale, ça concerne tous les citoyens. Exactement. Et chacun de nous. Oui. Donc, le mot de la fin, Latifa, quel est votre message pour nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, surtout les femmes issues de la diversité, qui voient une femme comme vous, engagée, qui veut se présenter aux élections en tant que vice-présidente, qui a un parcours exceptionnel. Comment voulez-vous essayer de convaincre les femmes qui veulent se présenter ou aller dans la scène politique ou être active dans des membres d'organisations de société civile ou être engagée tout court? Alors tout simplement, je crois qu'il faut partir du principe que nous devons chacune prendre part et prendre nos responsabilités dans la société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas attendre de l'État ou de qui que ce soit, je dirais, un appui. Évidemment, je mets ici de côté tous les aspects sociaux, etc. Je ne parle pas de cela. Il y a des considérants ou des considérations qui font que lorsque les personnes sont dans le besoin, l'État doit être effectivement à leur côté. Mais ici, je parle d'un engagement citoyen. Un engagement politique, c'est un engagement citoyen. Exactement. Et donc, je crois qu'on doit fondamentalement se dire que dans cette société, nous avons notre place. Si on part du principe qu'on n'a pas sa place, évidemment, on ne va jamais rien faire, on ne va jamais s'investir. Donc, je pense qu'il faut inverser la logique. J'ai ma part de responsabilité, l'émancipation, cette émancipation-là, c'est à moi aussi de la travailler. J'ai un potentiel en moi, il est ce qu'il est, je dois le cultiver. Je ne peux pas attendre systématiquement que ça vienne de l'extérieur. On a une petite lumière en soi, et ça j'en suis convaincue. Chacun a cette lumière, il faut la cultiver, il faut la travailler, il faut évidemment avoir ses rêves, et il faut aller vers ses rêves. Je crois que c'est important, diversité ou pas diversité. Parce que fondamentalement, diversité, ça veut dire tout simplement que nous avons, nous sommes issus soit d'une immigration, soit de parents mixtes ou pas mixtes, bref, des parents qui ont une culture, deux cultures, et donc nous sommes le fruit de cela, nous sommes le fruit de cette diversité, mais cette diversité est aujourd'hui une richesse. Nous sommes une plus-value dans cette société. Bien sûr. Que certains l'acceptent ou pas, nous sommes une plus-value. Et nous devons aller de l'avant parce que notre avenir et celui de nos enfants est ici. On n'a pas le droit de grever l'avenir de nos enfants. Et donc, nous devons participer au bien-être de cette société
à l'émancipation de tout à chacun et de tout à chacune. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Donc, quand on a envie de quelque chose, et notamment de l'engagement, il faut y aller. Et puis, on a, je dirais, des personnes auprès desquelles on peut aussi s'adresser. On peut me contacter. Je suis joignable. S'il y a des femmes qui ont envie de s'engager chez les libéraux, au mouvement réformateur, je suis prête à les écouter. Et je suis prête à les recevoir. Ça serait bien au contraire un plaisir de pouvoir se dire que enfin, nous ne sommes pas seuls, j'ai envie de dire. Il y a d'autres personnes qui sont en capacité, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de faire partie pleinement de cette société et elles n'attendent pas que la société aille vers elles. C'est essentiel. Merci beaucoup Latifa pour ce mot de fin. Donc le mot de la fin, c'est engagez-vous. Il faut croire que vous avez des atouts, vous êtes une lumière, chacun a ses atouts, ses capacités et son plus-value. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Latifa pour votre présence. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.